Je vais vous parler d'une industrie, d'une activité économique qui est en chamboulement total et qui se différencie d'un certain nombre d'autres qui sont présentes ici. Et cette industrie, c'est l'énergie. C'est une perception qu'on n'a pas nécessairement. On a l'impression que l'énergie, c'est dans la continuité, c'est le long terme. Et pour autant, on connaît une révolution absolument radicale. On l'appelle la révolution des 3D. Décarbonisation, décentralisation, digitalisation. Alors de quoi s'agit-il? D'abord, et on le voit, on l'a vu de manière assez symbolique à Paris il y a 2 ans, la mise en œuvre partout, dans les États, mais aussi les collectivités, les entreprises, de politiques zéro carbone ou 100% renouvelables, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Il faut s'imaginer par exemple la France, les gens ne l'ont pas complètement remarqué, mais enfin la France a annoncé, par la voix de son ministre, l'objectif de neutralité carbone à 2050. Qu'est-ce que ça veut dire neutralité carbone? Ça veut dire 0. Vous avez en même temps le développement exponentiel des énergies renouvelables, ultra compétitives, particulièrement le solaire et l'éolien. Je vais juste l'illustrer. La semaine dernière, nous avons annoncé chez Engie la construction de 600 MW. 600 MW, c'est une demi-tranche nucléaire au Mexique au prix de $20 du mégawattheure. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que $20 du mégawattheure, il faut s'imaginer que c'est un tiers du prix du gaz et du charbon et un sixième du prix du nucléaire. Ça, c'est Engie en 2017. Vous avez en même temps l'irruption de nouveaux modèles de production et de stockage local d'énergie. C'est ce fameux paradigme de la digitalisation. Alors c'est un peu un terme tarte à la crème. Si on essaie d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour un réseau électrique, ça veut dire que les machines tournantes, les grandes centrales qui assurent aujourd'hui la stabilité du réseau, sont remplacées par l'électronique de puissance qui assure au niveau local, par de la production locale et du stockage local, la stabilité du réseau. Et puis plus fondamentalement, on a un changement de nos business models. Et c'est ça la plus grande révolution. C'est-à-dire que le monde de l'énergie aujourd'hui, il est en train de fusionner. Il est en train de fusionner avec le monde du transport, ça s'appelle le véhicule électrique, et toutes les applications qui vont avec. Il est en train de fusionner avec le monde du bâtiment, c'est ce qu'on appelle le smart home. L'énergie est en train de disparaître. Ce qui est en train d'apparaître, ce sont les usages et les modèles économiques qui vont avec. Alors vous imaginez pour un groupe comme Engie, qui a 200 ans d'âge, 150 000 personnes, qui est un des principaux producteurs d'énergie dans le monde, avec plus de 90 gigawatts, présence dans 70 pays. Un modèle qui a de très longue date, s'est fondé sur la mise en œuvre d'actifs très importants, dans un cadre régulé, parfois même monopolistique. Ces révolutions-là sont complètement déstabilisantes, et en même temps, ça ouvre énormément d'opportunités. Le point de réalisation de ça a commencé en 2013. En 2013, c'est là où ce monde d'expansion infinie de la production d'énergie centralisée est arrivé à un premier choc. Donc on est 2 ans avant la conférence de Paris. Et ce premier choc, ça a été que tout d'un coup, les prix de l'énergie ont commencé à fortement baisser. Ça a été ceux de l'électricité, puis ceux du pétrole. Et ça a signifié pour le groupe qu'il fallait se redimensionner radicalement, ce qui a conduit à un changement de stratégie à plusieurs étapes et qui a été fortement accéléré depuis la prise de fonction d'Isabelle Kocher comme CEO en 2016. Alors de quoi s'agit-il? D'abord, de la cession assez systématique de nos activités les plus carbonées, tout particulièrement la production de gaz et de pétrole, la production et le transport de gaz, en tout cas en amont, mais aussi tout ce qui est lié au charbon, bien sûr, et c'est presque 15 milliards d'euros qui ont été cédés ces 2 dernières années, avec quelques annonces dont vous avez pu voir le résultat il y a ces dernières semaines. Simultanément, un investissement assez massif dans les énergies renouvelables. L'illustration, c'est l'acquisition de Solaire Direct, la société que j'ai créée avec 7 fondateurs il y a 10 ans par le groupe il y a 2 ans. Et puis le développement de ce qu'on appelle les solutions clients par beaucoup d'acquisitions dans les services, notamment d'efficacité énergétique. Alors Engie, les gens ne savent pas, mais c'est un grand groupe d'abord de services qui a presque 100 000 personnes
dans les services de maintenance et d'efficacité énergétique, qui sont naturellement des choses amenées à un développement important. Alors ça, c'est une reconfiguration stratégique, mais ce qui est important aussi de noter, c'est que ce n'est pas simplement de la stratégie, c'est de l'organisation et c'est aussi de la culture. Notamment autour du concept un peu tarte à la crème, mais en même temps totalement essentiel, d'innovation. Et l'innovation étant vue comme la source de transformation. C'est ce qui a amené Isabelle Kocher à prendre ce que certains appellent un risque en faisant venir un entrepreneur au comité exécutif il y a 1 an et demi, donc quand elle m'a demandé de rejoindre ce comité exécutif, avec d'abord comme mission de continuer à mettre en œuvre des politiques existantes. La politique d'innovation chez Engie, ce n'est pas complètement neuf. Il y a un fonds de capital risque qui s'appelle Engie New Ventures, il y a des laboratoires de recherche, il y a un programme d'incubation, il y a des événements. On organise tous les ans la Innovation Week. L'année dernière, c'était 10 000 personnes réunies dans 200 événements sur 24 pays. Mais Isabelle Kocher a néanmoins identifié en mai 2016, lorsqu'elle est arrivée en fonction, qu'il manquait un dispositif encore plus ambitieux qui soit à la hauteur des enjeux de cette révolution énergétique. On l'appelle dans notre jargon les game changers. Les game changers, c'est-à-dire ces modèles économiques à très très grand potentiel qui sont à la fois des opportunités immenses et qui sont symétriquement aussi des vecteurs de transformation du groupe, puisque tout ça, cette production centralisée que nous développons aujourd'hui, eh bien, elle est amenée à être challengée et puis transformée par la production décentralisée. Alors l'outil qu'on a mis en place, il a un nom, il s'appelle ENGIE-FAB. ENGIE-FAB, c'est quoi? C'est une petite équipe d'une trentaine de collaborateurs qui sont basés au centre de Paris, pas très loin d'ici, non pas donc au siège à la Défense. Nous sommes à côté de Google. Et ce n'est pas simplement symbolique. Nous sommes un espace dynamique, pour la première fois d'ailleurs pour ce qui me concerne depuis 30 ans, je n'ai plus de bureau. Et donc c'est un espace de création de ces business models de rupture qui fonctionnent de manière très très collaborative avec l'ensemble des business units du groupe, avec l'ensemble de ce qu'on appelle les métiers, mais aussi avec l'écosystème extérieur. L'écosystème extérieur, c'est quoi? Ce sont des laboratoires de recherche du type... Nous avons des partenariats notamment avec le CEA et l'Université de Stanford, avec des startups, des grands groupes, des experts, des laboratoires de recherche un peu partout dans le monde. Des organisations internationales aussi, puisque dans l'énergie, il faut, et c'est très important, avoir une vision systémique. La démarche d'ENGIE-FAB a été méthodique. Alors, de quelle méthode parle-t-on? On s'est dit, on va visualiser le monde de l'énergie après la transition énergétique. Parlons d'un monde à ce moment-là, 100% d'énergie renouvelable, zéro carbone, 100% de mobilité électrique, autonome et partagée. Imaginez d'ailleurs ça à Bruxelles, nous sommes en 2030, nous avons réduit de 90% le nombre de véhicules, nous avons réduit de moitié la durée de transport de la banlieue de Bruxelles au centre, nous avons supprimé donc, tous les embouteillages, toute la congestion. Vous allez me dire comment est-ce que c'est possible? C'est ce que nos travaux, les travaux que nous avons faits avec tous ces acteurs, plusieurs centaines d'acteurs ces 18 derniers mois, ont démontré. Alors qu'est-ce que nous avons démontré? Nous avons démontré d'abord que ça marche, c'est un système qui marche au sens technique, ça marche sur un plan économique. Et nous avons tracé les chemins pour y arriver. Nous appelons ça dans notre jargon les 5 verticaux, qui sont respectivement les renouvelables pilotables. Ça peut paraître un peu technique, mais renouvelables pilotables, c'est du solaire et de l'éolien qui fournit de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au stockage et à la flexibilité. La mobilité électrique, j'en ai parlé à l'instant. Ce que nous appelons les communautés énergétiques, c'est la vision d'une production locale et de stockage d'énergie dans ce que certains appellent aussi les micro-réseaux. L'hydrogène à grande échelle, je vais en dire un mot, et ce qu'on appelle aussi le building as a service. Building as a service étant toute la vision du bâtiment digitalisé. Et donc à la suite de ce travail stratégique qui a duré depuis donc, 1 an et demi, nous sommes arrivés à un point qui est un point essentiel maintenant, qui est un point opérationnel. ENGIE-FAB, ce n'est pas simplement un think tank, ce n'est pas l'occasion de discuter ou de visualiser.
c'est la mise en œuvre de modèles économiques à très grande échelle. Pour un groupe qui fait 66 milliards de chiffre d'affaires, très grande échelle, ce sont des dizaines de milliards pour chaque projet. Sur la mobilité, tout d'abord, nous avons procédé, alors c'est la première étape, nous avons procédé au printemps à l'acquisition d'EVBox. EVBox, c'est une société entrepreneuriale, une société néerlandaise qui est le leader européen des stations de charge de véhicules, presque 60 000 stations de charge qui équipent aujourd'hui une dizaine de pays. C'est aussi le modèle que nous sommes en train de mettre en œuvre avec une ambition folle qui est celle de faire basculer toutes les flottes de véhicules, à commencer par la nôtre. Nous avons chez Engie plus de 50 000 véhicules, de les faire basculer complètement par étapes vers une mobilité électrique, donc zéro carbone. Mobilité hydrogène aussi, probablement. Ça veut dire mais de manière fondamentale, c'est très important de comprendre que l'enjeu ici, ce n'est pas simplement une démarche environnementale, c'est une démarche économique. La proposition qui est en train d'être faite à l'ensemble des acteurs avec lesquels nous sommes en train de travailler sur les flottes, c'est de réduire massivement leur coût d'exploitation, leur total cost of ownership, à la fois par le véhicule électrique lui-même et les services qu'on appelle de transport as a service, les services qui vont derrière, les services bien sûr avec la perspective du véhicule autonome qui va complètement changer les déplacements. Concernant l'hydrogène, nous avons élaboré un modèle que nous appelons un modèle de Major. Major, c'est quoi? C'est comme si on était du pétrole. Alors imaginez un pétrole ou un liquide qui n'est pas de carbone. Et bien, ce gaz, ce liquide s'appelle l'hydrogène, qui est issu de l'électrolyse de l'eau. On peut appeler ça le solar fuel, c'est-à-dire comment transformer cette énergie quasiment infinie et quasiment gratuite qui est devenue le solaire, en tout cas dans un certain nombre de pays, en une énergie aussi flexible que le gaz et le pétrole. Nous avons développé donc ce modèle d'upstream, ce qu'on appelle upstream, midstream, downstream. Ça prendrait un peu trop de temps pour vous l'expliquer en détail, mais imaginez que nous tenons là le moyen de remplacer ni plus ni moins le gaz et le pétrole. Alors on me dira à quelle échéance. L'échéance que nous avons fixée pour ce que nous appelons la parité fossile, c'est-à-dire produire cet hydrogène à très grande échelle dans un certain nombre de pays et pouvoir le distribuer dans des pays développés comme la France, c'est 2025. Nous en sommes très proches. L'objectif ici, c'est aussi de servir l'industrie, notamment l'industrie des engrais, l'industrie, à titre indicatif, nous sommes en train de travailler avec le premier groupe producteur d'engrais dans le monde pour transformer l'ensemble de sa production d'engrais avec une source décarbonée qui est donc l'ammoniac issu de l'hydrogène décarboné. Tout ça s'est manifesté par des annonces récentes. Nous avons d'abord fait un accord technologique avec le CEA. Le CEA, c'est peu connu, au-delà de son leadership sur le nucléaire, une position en pointe sur l'hydrogène. 120 chercheurs, une présence sur des technologies extrêmement disruptives comme l'électrolyse haute température. Et ce que vous avez peut-être noté aussi, même si ça n'a pas fait l'objet d'une publicité très considérable, enfin c'était quand même dans la presse, c'était l'annonce il y a maintenant 3 semaines d'un partenariat avec Total. Total, aujourd'hui, je vais dire quitte le pétrole, en tout cas bascule du pétrole vers le gaz et s'intéresse très fortement à basculer vers des gaz moins carbonés ou décarbonés. Je prends, pour ceux qui seraient surpris de voir le monde pétrolier évoluer comme ça, vous aurez peut-être vu dans le Financial Times ce matin que Shell a annoncé son objectif de diviser par 2 ses émissions de gaz à effet de serre. Même les pétroliers s'y mettent. Alors, si maintenant on essaie de regarder comment tout ça fonctionne au sein d'une organisation et d'un groupe comme Engie, on pourrait dire que ces initiatives vont irriguer, transformer le groupe, et il faut être réaliste. On ne transforme pas une culture corporate respectueuse de la hiérarchie qui valorise la stabilité. Je crois que c'est très important de comprendre que quand on est un grand groupe du CAC 40, quand on est issu d'entreprises qui ont, pour certaines d'entre elles, presque 2 siècles, issus de monopoles, dans lesquels des carrières s'inscrivent dans la durée, avec des statuts qui s'inscrivent aussi dans le culte de la stabilité. Le mode
ultra mobile et disruptif, comme on dit, des startups que je vous ai indiquées à une échelle immense, puisque là encore on parle potentiellement des dizaines de milliards d'euros, c'est un défi extrêmement complexe et j'aurais tendance à dire n'est pas Amazon qui veut. En revanche, l'expérience d'Engifab est intéressante en ce sens que, d'abord, si elle est soutenue au plus haut niveau, et ça c'est un point essentiel, il faut qu'il y ait une vision, une volonté de transformation, et surtout un message qui soit apporté à l'ensemble de l'organisation que cette rupture, elle s'impose à tous, et que l'organisation ne doit pas nécessairement réagir de manière défensive, mais qu'elle peut réagir de manière plus offensive. Offensive comment ? Pour ce qui me concerne, j'ai un profil un peu particulier, parce que je suis entrepreneur dans un grand groupe, et j'appellerais ça l'hybridation. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait simplement de reconnaître que certaines activités doivent être conduites comme elles l'ont toujours été de manière corporate, doivent évoluer, et l'innovation et un certain nombre de dispositifs managériaux, comme mon collègue de L'Oréal a mentionné précédemment, pour donner plus de latitude aux collaborateurs sont importantes, mais ça n'est pas suffisant. Il faut imaginer aujourd'hui, dans cette rupture radicale et stratégique qui vient avec le monde de C3D, qu'il faut intégrer ce mode start-up et l'intégrer de manière organique. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que tout ça, ce sont des choses qui sont en train d'être construites. Je vais simplement dire qu'aujourd'hui, c'est notre chantier, c'est le chantier d'Isabelle Kocher, c'est le chantier d'Engie, d'essayer de construire un modèle nouveau, un modèle hybride, qui ne soit pas la start-up en marge ou la start-up gadget, comme souvent elle est dans les grands groupes, ou la start-up que l'on aide. La start-up au centre, la start-up, là encore, à très grande échelle, ce qu'on appelle dans notre jargon les licornes, nos licornes internes, et en même temps qui puisse aussi aider le groupe à se transformer et tirer le groupe. C'est notre ambition. La réussite n'est pas certaine, en tout cas on y travaille très durement et de toute façon on n'a pas le choix et c'est une aventure pour ce qui me concerne absolument passionnante. Je vous remercie.